bienvenue dans cette session. Merci à tous d'avoir bravé la pluie et d'être venus nombreux. Vacciner la population mondiale, donc c'est le thème de cette session. C'est évidemment un sujet crucial alors que le monde est encore confronté à cette pandémie. Le Covid-19, c'est déjà 3 millions de morts dans le monde. J'espère que je ne me trompe pas, c'est le chiffre que j'ai pu lire. Alors peut-on vacciner la population mondiale? Quelles sont les populations prioritaires? Quelles politiques doivent être mises en place dans un monde où 90% de la population vaccinée se trouve dans les pays riches, dans les pays du Nord? Quelle stratégie globale peut être gagnante face à l'épidémie? Comment maîtriser la course aux variants et peut-on atteindre, ça reste quand même la grande question, l'immunité collective? Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, présidente d'United. United, c'est une organisation multilatérale qui fonctionne un petit peu comme le système COVAX. Et vous allez nous en parler bien sûr, Marisol Touraine. Bonjour, bienvenue. Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, membre du comité vaccin Covid-19 et coordinatrice également du groupe vaccination prévention de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Bonjour Odile Launay, bienvenue. Docteur Moussa Seydi, alors vous êtes avec nous en direct du Sénégal, de Dakar. Bienvenue à vous et bonjour, chef du service des maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fann au Sénégal. Bienvenue à vous. Avant de démarrer cette discussion, Akiko Sua-Ezenman est avec nous et elle va nous exposer la note de cadrage du début, bien sûr membre du Cercle des économistes. À vous Akiko. Merci. Bonjour à tous. S'agissant de la vaccination contre la Covid-19, il faut d'abord saluer le tour de force des vaccins mis au point en moins d'un an, certes précédés d'une dizaine d'années de recherche fondamentale. 5 vaccins autorisés en utilisation d'urgence par l'OMS et encore une centaine en essais cliniques. Fin juin, 3 milliards de doses de vaccins ont été distribuées dans le monde, soit 40 doses pour 100 personnes. Mais à côté de cette réussite se pose la question de la répartition de ces vaccins. Un peu moins de la moitié de la population de plus de 12 ans est désormais complètement vaccinée aux États-Unis et au Royaume-Uni à la fin juin, 30% en France. Mais c'est le cas seulement pour 12% des Brésiliens, 10% des Coréens du Sud, 4% des Indiens et moins de 1% des Sud-Africains. La mise au point si rapide des vaccins résulte d'un effort sans précédent de la part des États et d'alliances publiques-privées. Ces initiatives multiples montrent l'élan de la société au risque peut-être d'un manque de coordination des efforts. Les stratégies des États ont été très différentes. D'un côté, les États-Unis ont investi très tôt et massivement sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois dans le développement des vaccins et dans l'appareil de production. De l'autre côté, l'Union européenne a joué collectif au niveau mondial quant à la recherche et collectif pour soi, si j'ose dire, quant aux achats. Se dessine aussi une géopolitique des vaccins avec des aires d'influence autour de la Russie et de la Chine. Celle-ci est désormais le premier fournisseur de vaccins anti-Covid des pays en développement. Au niveau multilatéral, l'effort vaccinal a été porté par ces alliances publiques-privées. L'Access to COVID-19 Tools, ACT Accelerator, est un partenariat mondial lancé en avril 2020 afin d'accélérer l'accès des pays pauvres aux tests, aux traitements, aux vaccins contre la Covid-19 et renforcer leur système de santé. Le bras vaccin de l'ACT Accelerator est le COVAX. COVAX a pour but d'acheter 2 milliards de doses de vaccins aux compagnies pharmaceutiques, de quoi couvrir 20% de la population des pays pauvres pour le début de l'année prochaine. Mais on est bien loin du compte, à seulement 70 millions, je crois, de doses en juin. Face à cette pénurie, le débat s'est déplacé vers une augmentation de la production. On a évoqué une levée temporaire des brevets. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que les laboratoires ont passé des accords entre eux afin de produire les vaccins anti-Covid des autres. Une autre proposition serait que les pays riches paient pour produire et distribuer les vaccins dans le monde. Une solution proche serait aussi que les pays riches rachètent les brevets des compagnies pharmaceutiques en les rémunérant pour leur investissement de recherche et de développement, tout en ouvrant la technologie à tous. Un coût faramineux,
mais c'est rien par rapport au coût du confinement. Cependant, à court terme, il semble difficile de monter une usine de production de vaccins, en témoignent les déboires d'une usine aux États-Unis, et ainsi que les plaintes des producteurs existants, parce qu'ils se plaignent d'une pénurie de personnel qualifié et d'intrants, comme les filtres ou les bioréacteurs jetables. Munis de ce constat, quelle est la part de la population mondiale que l'on peut raisonnablement espérer vacciner dans les mois qui viennent? Et selon cette part, quels sont les scénarios qui nous attendent? Peut-on atteindre l'immunité collective? Et quel pourcentage de la population doit-on vacciner pour échapper aux variants? Et avec quel vaccin? Deuxième voie, un but plus réaliste ne serait-il pas de minimiser le nombre de morts dans le monde? Mais dans ce cas, ne faut-il pas renoncer à vacciner les jeunes bien portants des pays riches afin de donner la priorité aux soignants et au personnel âgé des pays pauvres? Troisième voie, devons-nous vivre avec le virus, comme cela a été dit, et pour cela, il me semble, privilégier les jeunes, ceux qui travaillent et qui se déplacent. Merci. Merci Akiko. Odile Launay, aujourd'hui est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on voit effectivement cette inégalité entre le Nord et le Sud criante dans la vaccination, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est la solution contre l'épidémie au niveau mondial? Alors, peut-être en introduction, j'aimerais rappeler qu'on a une chance incroyable d'avoir des vaccins en aussi peu de temps et des vaccins aussi efficaces. Il n'y a même pas un an, personne n'aurait parié qu'aujourd'hui, on aurait ces vaccins qui sont à la fois efficaces, vous l'avez vu, 90% d'efficacité, voire plus avec les vaccins ARN, des vaccins qui ne posent pas de problème en termes de sécurité, donc ça c'est un point évidemment majeur, on l'a dit, plus de 3 milliards de personnes vaccinées dans le monde, certes il y a des effets indésirables, mais qui sont peu graves et qui sont très rares, donc c'est vraiment une chance extraordinaire. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment on va utiliser au mieux ces vaccins, au mieux pour les pays qui ont les moyens de les acheter, et on voit bien qu'il y a une inégalité très importante aujourd'hui sur l'accès à ces vaccins. Ce ne sont pas les mêmes vaccins qui sont disponibles pour le Nord et pour le Sud. Le Nord, aujourd'hui, commence à être très largement vacciné, même si on arrive à ce qu'on a appelé maintenant le plafond de verre, on pourra peut-être en reparler, avec une réticence de certains de se faire vacciner, alors qu'on a aujourd'hui tous les éléments pour dire qu'il faut se faire vacciner. Des vaccins qui vont être différents au Sud et surtout en nombre pour l'instant insuffisant, et des éléments qui nous laissent penser que si on ne s'attache pas à vacciner aussi le Sud, on va avoir un virus qui va continuer à muter avec des mutations qui potentiellement deviendront plus résistantes aux vaccins et aux anticorps aussi, puisque l'autre approche, ce sont les anticorps monoclonaux. Donc il faut qu'on fasse tout pour que non seulement on augmente notre couverture vaccinale dans nos pays, mais aussi on vaccine les pays du Sud pour éviter l'émergence de ces variants. Et on le sait aujourd'hui, c'est impossible de fermer nos frontières pour éviter l'introduction de ces variants. Donc le succès aujourd'hui de la vaccination, et c'est la seule arme qu'on ait, c'est de vacciner très largement pour protéger les plus fragiles, bien sûr, mais aussi pour éviter la circulation de variants qui potentiellement deviendront résistants aux vaccins aujourd'hui disponibles. Et comment expliquer ce plafond de verre dont vous venez de parler, Odile Launay, qu'on trouve dans tous les pays du Nord, d'ailleurs, y compris aux États-Unis, puisque là, clairement, ils disent qu'il y a aujourd'hui une réticence aux vaccins, donc ils atteignent effectivement ce plafond de verre. Alors c'est quelque chose qui existe depuis que le vaccin existe, la résistance à la vaccination. On appelle ça maintenant l'hésitation vaccinale. L'OMS avait défini cette hésitation vaccinale comme un des 10 problèmes de santé publique les plus importants il y a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on est directement confronté à cette problématique. Il y a différents facteurs. Il y a un premier facteur qui est le manque de confiance dans les dirigeants, et en particulier dans nos pays. Je pense que les sondages montrent qu'aujourd'hui, le principal facteur, c'est ce manque de confiance, et on l'a vu tout au long de cette crise. Il y a un manque de confiance dans les dirigeants, dans les experts, qui s'est même accru au cours de la crise qu'on vient de traverser. Il y a le fait qu'on a toujours l'inquiétude d'avoir des effets indésirables pour soi, pour ses enfants, donc ça fait partie des inquiétudes. Et puis il y a d'autres facteurs, et les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle majeur, non seulement dans nos pays, parce qu'on voit bien ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais aussi, on pourra en parler avec notre collègue du Sénégal, encore plus dans les pays en développement où l'accès aux informations par les réseaux sociaux est extrêmement important.
Docteur Seydi, on évoque ce plafond de verre dans les pays du Nord. 3% seulement, d'après ce que j'ai lu, de la population africaine est vaccinée. C'est très faible. Il y a cette initiative COVAX, qui est donc une initiative soutenue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui vise à assurer un accès à la vaccination aux pays pauvres. Est-ce qu'elle est suffisante, insuffisante? Est-ce que ça va être très difficile de vacciner effectivement la population du continent africain? Vous m'avez entendu? Oui, vous avez entendu ma question, Dr Seydi? Yes, I hear your question. Oui, oui, j'ai bien entendu votre question. J'ai entendu la traduction anglaise, en fait. Je pense que l'initiative COVAX seule ne peut pas du tout suffire, mais c'est une initiative importante qu'il faut conserver et renforcer. Il faut évidemment des initiatives qui mettent en avant également la collaboration bilatérale et multilatérale. Le Sénégal devrait pouvoir, par exemple, collaborer directement avec d'autres pays pour obtenir des vaccins. C'est ce que le Sénégal a fait, par exemple, avec la Chine. Le Sénégal devrait aussi pouvoir essayer d'obtenir des vaccins dans le cadre des organisations sous-régionales, comme avec le CDC Africa. Donc, il faut multiplier les voies d'obtention des vaccins, mais tout faire pour que ces voies puissent être complémentaires et non concurrentielles. Tout est question peut-être de management, mais il faut utiliser plusieurs voies et c'est ce qu'il faut faire à très court terme. À moyen terme, évidemment, il est important que les vaccins soient produits ici en Afrique. Et cette production peut se faire. Nous, par exemple, à Dakar, nous avons l'Institut Pasteur de Dakar qui fait partie des 3 ou 4 maximum fabricants de vaccins contre la fièvre jaune dans le monde. Donc l'expertise existe au Sénégal. Et pour que ce soit fabriqué ici, il faut un transfert de technologie, il faut lever évidemment les brevets, mais je pense que lever les brevets équivaut, en fait, doit aussi impliquer le dédommagement de ceux qui en sont propriétaires. Sinon, on va tuer l'innovation si on se permet de lever les brevets sans contrepartie. Je pense que c'est dans la logique des choses. Il faut lever les brevets parce que ne pas le faire, c'est comme non-assistance à personne en danger, mais les lever aussi sans contrepartie va tuer l'innovation et va nous créer des problèmes pour le futur. Je pense qu'il y a une réflexion à mener par rapport à cela. Bon, voici très rapidement ce que je voulais dire par rapport au vaccin et par rapport à ce qu'il faut faire peut-être très rapidement pour qu'il y ait suffisamment de vaccins pour l'Afrique. Docteur Seydi, une question tout de même. Quels sont les vaccins dont vous disposez aujourd'hui au Sénégal? Ce sont les vaccins chinois, également l'AstraZeneca? Oui, nous avons d'abord eu le vaccin Sinopharm, avant même l'initiative COVAX, ça c'est en dehors de l'initiative COVAX, et ensuite nous avons eu le vaccin AstraZeneca. Mais il y a une grande commande, une grosse commande de vaccins AstraZeneca qui a été faite, et également une commande importante de vaccins Johnson & Johnson qui a été faite. Nous n'avons pas encore les vaccins à ARN, mais je précise d'emblée que ces vaccins, on peut très bien les utiliser en Afrique. D'ailleurs, en Afrique, il y a des pays qui ont déjà commandé le vaccin Pfizer. Les conditions de conservation ont changé. Maintenant, on sait très bien qu'après la décongélation, aussi bien le vaccin Pfizer que le vaccin AstraZeneca peut être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pendant 1 mois. Et même après l'ouverture, on peut l'utiliser dans un délai de 6 heures à 12 heures de temps. Donc, ce qui ne pose pas de problème. Il ne faut pas oublier qu'il y a un réseau, par exemple ici au Sénégal, grâce au programme élargi de vaccination qui permet d'atteindre toute la population du Sénégal en moins de 48 heures. Donc c'est bien possible qu'on multiplie les types de vaccins que nous devons utiliser ici en Afrique. Marisol Touraine, United est une organisation multilatérale, vous allez nous en dire 2 mots. Pour les traitements et les médicaments, vous distribuez aussi de l'oxygène dans les pays pauvres. L'OMS estime qu'il faut 5 milliards de dollars supplémentaires pour aller au bout du projet COVAX. Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que la solidarité mondiale est insuffisante aujourd'hui?
Oui, merci. Merci à vous. Deux mots, effectivement, sur UNITAID, qui est une organisation internationale, multilatérale, rattachée, enfin partenaire de l'Organisation mondiale de la santé, qui existe depuis une quinzaine d'années, et qui met en place des solutions très concrètes, très opérationnelles, pour favoriser l'accès à la santé de tous, partout dans le monde, c'est-à-dire concrètement dans les pays à bas revenus ou à revenus intermédiaires. L'une des manières de favoriser l'accès à la santé, c'est de faire baisser le prix des traitements, le prix des médicaments ou des tests diagnostiques. Et c'est une des spécialités, si j'ose dire, d'UNITAID. Je vous donne un exemple. Je pense qu'on aura l'occasion d'aller plus avant dans un instant. Mais je vous donne un exemple. Contre le VIH-Sida, le traitement coûte 10 000 $ en Europe. Nous mettons à disposition, nous avons négocié ce traitement pour 60 $ dans toute une série de pays africains. Donc c'est très concret. Donc vous faites de la négociation. Nous faisons de la négociation et j'y viendrai au moment où nous aborderons la question des licences et des brevets, parce que je pense que c'est une question centrale. Je voudrais ajouter un point par rapport au diagnostic qui a été posé, qui est que dans le contexte de l'épidémie de Covid, il ne faut pas oublier les autres maladies, parce que le Covid a rendu plus vulnérables les populations à ces autres maladies. Le VIH-Sida, c'est 1 million de morts par an aujourd'hui dans le monde, à 90% au sud. La tuberculose, c'est 1,5 million de morts par an au sud. Et nous estimons que dans les 5 prochaines années, à cause de l'épidémie de Covid, le nombre de morts va augmenter de 30%, morts du sida et de la tuberculose. Et donc, nous avons besoin de lutter contre la Covid, d'abord pour évidemment éviter que les gens ne tombent malades de cette infection, mais aussi pour nous permettre de mieux soigner la population des autres maladies. Et donc, avant d'aller plus loin, je voudrais insister sur le fait que si nous avons besoin de vacciner et d'apporter des diagnostics, des traitements, c'est pour 3 raisons. Nous avons besoin de nous engager internationalement, d'abord, ne l'oublions pas, pour des raisons humanitaires, morales, de dignité internationale. Il n'est pas acceptable de voir des gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Et on a vu des images qui sont insoutenables alors que les solutions existent et que nous pouvons apporter des solutions à ces populations. La deuxième raison, au-delà de cet enjeu humanitaire, il est sanitaire. Nous savons, nous, dans les organisations internationales de santé mondiale, qu'on ne peut pas espérer être protégé ici si l'on n'est pas protégé partout dans le monde. Les virus ne connaissent pas les frontières. Les déplacements font partie de la vie actuelle. Et donc, si nous voulons pouvoir éviter des rebonds de l'épidémie, et favoriser le rebond de l'économie, si nous voulons pouvoir éviter des rebonds de l'épidémie, nous devons vacciner dans les pays du Sud. Et puis la troisième raison, elle est économique. L'impact économique mondial de l'épidémie est considérable et il nous coûte à nous aussi, et nous pourrions aussi rebondir davantage, connaître une croissance plus importante encore si les pays du Sud étaient vaccinés. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons, nous sommes mobilisés au sein d'ACTA qui regroupe des actions de vaccination, de traitement que fait UNITAID, l'oxygène par exemple, de diagnostic, des tests, et puis de renforcement des systèmes de santé. Et le système COVAX, donc en un mot, le COVAX, c'est un des piliers donc, de cette initiative multilatérale qui distribue des vaccins. Je veux dire sur COVAX et sur ACTA de manière générale, c'est une réussite spectaculaire puisque ça a été monté en quelques semaines. C'est-à-dire ça a été mis en place au mois d'avril 2020. En quelques semaines, UNITAID, Gavi pour les vaccins, le Fonds mondial et d'autres se sont réunis et ont décidé qu'ils allaient mettre en place une réponse opérationnelle concrète. Simplement, aujourd'hui, nous voyons bien que nous manquons de moyens et que nous manquons de visibilité politique. Nous manquons de moyens un peu plus que 5 milliards. Nous manquons d'environ 16 milliards pour 2021, pas seulement pour les vaccins, hein, pour les traitements, pour les tests, etc. 16 milliards, c'est 0,5% des plans, même pas des plans de relance des pays développés. Donc 16 milliards,
c'est à la portée des pays les plus riches si, face à ces 16 milliards, nous pouvons espérer ralentir, éliminer, je ne crois pas, ralentir la progression de la maladie, éviter des morts, éviter des rebonds de l'épidémie dans nos pays, éviter des effondrements des économies au sud. Et donc nous avons besoin de ces ressources. Ces ressources, ce sont les pays du Nord qui l'ont, ils doivent s'engager. Et nous avons besoin d'une plus grande visibilité politique. Il faut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. Nous avons créé UNITAID et d'autres organisations après l'épidémie, au moment du sida. Aujourd'hui, il faut franchir un cap nouveau et que ce multilatéralisme de projets qui marche très bien se donne une face politique, une structuration politique qui soit plus efficace, parce que s'il n'y a pas de tête politique, nous sommes alors dépendants du bon vouloir des pays riches, des pays développés qui donnent moins. Et je le dis d'autant mieux que la France a assumé ses responsabilités, a joué le jeu, mais ils ne sont pas si nombreux, les pays riches, à avoir assumé cette responsabilité. Odile Launay, un mot sur les variants. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Est-ce qu'il résiste au vaccin, ce delta plus? Est-ce que le SARS-CoV-2 va muter à l'infini? Parce qu'il y a une course, on a l'impression qu'il y a une course entre les vaccins et les variants aujourd'hui. Alors, ces virus font partie de la famille des coronavirus, et c'est des virus qui ont de fait des capacités à se transformer, à muter. En fait, ils vont se transformer pour avoir un avantage en termes de transmissibilité. Donc, ce qu'on voit arriver, c'est d'abord le variant alpha, qui était le variant anglais, et puis maintenant le variant delta, qui à chaque fois augmente ses capacités de transmission. Donc, c'est ça aujourd'hui le risque, hein, c'est vraiment que ces virus sont de plus en plus transmissibles, et leur organisation, leur structure, leur génome va se modifier pour augmenter sa transmissibilité. Pour l'instant, les mutations qui sont observées ont un impact qui reste très modéré sur l'efficacité de l'immunité, que ce soit une immunité naturelle après une infection ou une immunité induite par la vaccination. Mais malgré tout, le variant Delta, on l'a vu, diminue quand même l'efficacité des vaccins. Et on l'a vu particulièrement au Royaume-Uni, où ils ont fait le choix de vacciner très largement leur population avec une seule dose de vaccin. Et de fait, avec une dose de vaccin, on a une efficacité qui est moins bonne, qui était déjà moins bonne sur le variant anglais, mais qui, sur le variant Delta, est vraiment diminuée parce que ce variant répond moins bien et nécessite d'avoir des titres en anticorps beaucoup plus élevés. La France a moins ce problème puisqu'on est resté sur une politique de vaccination à 2 doses qui permet aujourd'hui d'avoir des titres en anticorps très élevés et de rester efficace sur ce variant, même si l'efficacité est un tout petit peu moins bonne. L'inquiétude aujourd'hui, c'est de voir ce virus continuer à évoluer, et plus il circule, c'est mathématique, et plus les mutations ont des chances d'arriver, et que ces mutations entraînent non pas seulement une augmentation de sa transmissibilité, mais aussi des mutations qui vont faire que ce virus va être moins sensible à l'immunité vaccinale, et on l'a dit, aux anticorps monoclonaux qui aujourd'hui sont la seule arme thérapeutique qu'on ait à notre disposition. Donc, pas d'inquiétude, j'allais dire, sur aujourd'hui le variant Delta, à condition d'avoir été vacciné avec 2 doses, probablement de devoir faire assez rapidement maintenant un rappel, ou en tous les cas une 3e dose, au moins pour les personnes les plus fragiles et qui ont été vaccinées les premières, c'est-à-dire les gens les plus âgés. Il y aura très probablement une 3e dose qui va être recommandée au mois d'octobre, ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, les recommandations ne sont pas encore officielles. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des cocktails de vaccins? Non, il y a pas de. Aujourd'hui, tous les vaccins ciblent la même cible. Hein. C'est tous des vaccins qui sont dirigés contre cette fameuse protéine spike, qui sont en fait la protéine d'enveloppe du virus, qui lui permet de se fixer sur nos cellules et l'entrée du virus dans nos cellules. Aujourd'hui, tous les vaccins sont dirigés vers cette protéine spike. Il y a des recherches pour des vaccins dits de 2e génération qui pourraient cibler d'autres protéines d'intérêt, mais ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est sur cette protéine spike. Et les mutations arrivent sur cette protéine spike. C'est pour ça qu'elles peuvent modifier la conformation et potentiellement rendre moins sensible ce virus et ses variants à l'immunité vaccinale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'inquiétude spécifique, mais il faut absolument que
les gens se vaccinent le plus tôt possible pour limiter au maximum la circulation, se vaccinent avec 2 doses, hein, ça je crois que c'est un point très important. Mais on peut avoir une dose d'AstraZeneca, une dose de Pfizer. Est-ce qu'on pourrait justement alterner, passer d'un vaccin à l'autre? Pour l'instant, on a encore peu de données. On commence à avoir des données sur la combinaison du vaccin Pfizer ou Moderna et du vaccin AstraZeneca. Les Anglais ont lancé un très très gros essai pour regarder justement ces combinaisons. On appelle ça des vaccinations hétérologues, c'est-à-dire avec 2 technologies vaccinales différentes. Mais on sait aussi que, en tous les cas, pour la France, on va favoriser la vaccination avec l'ARN messager, puisque les vaccins vectorisés entraînent dans une proportion faible, mais malgré tout, des effets indésirables potentiellement sévères qui ont été largement médiatisés, donc sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui font que ces vaccins ne vont pas être priorisés par rapport aux vaccins ARN, qui, eux, sont très efficaces, peuvent permettre de construire très vite de nouveaux vaccins actifs sur les variants, si nécessaire, et qui n'ont quasiment aucun effet indésirable. Je ne dirais pas aucun, mais très peu d'effets indésirables. Donc, qui sont des vaccins nouveaux. On n'avait jamais eu jusqu'à maintenant des vaccins de type ARN. C'est une révolution technologique de la vaccination et ça ouvre la porte vers une recherche vaccinale utilisant cette technologie qui va probablement, au cours des années prochaines, vraiment apporter des plus pour des vaccins qui aujourd'hui ne sont pas disponibles ou moins efficaces. Et donc, on va avoir essentiellement ces vaccins-là, sauf si le vaccin de Sanofi Pasteur peut représenter une alternative en boost chez des gens qui ont déjà... Qui est un vaccin plus traditionnel. C'est un vaccin plus traditionnel qui repose sur la même technologie que la protéine, que la vaccination hépatite B ou la vaccination papillomavirus qu'on connaît donc depuis très longtemps. Docteur Saïdi, on voit bien finalement qu'il y a un nationalisme vaccinal très fort depuis le début de cette pandémie. Même l'Inde, qui devait exporter justement des vaccins dans les pays du Sud, eh bien, conserve ces vaccins parce qu'elle est face à une vague beaucoup plus forte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites justement sur la solidarité mondiale? Est-ce que vous rejoignez Marisol Touraine? Il faut qu'elle soit plus importante, il faut vraiment que les pays du Nord se mobilisent pour justement faire vacciner les pays du Sud. Oui, il faut évidemment de la solidarité parce que dans cette pandémie, nous allons nous en sortir ensemble ou y rester ensemble. Parce que si une partie du monde n'a pas accès au vaccin, c'est sûr que de nouveaux variants vont se développer qui pourront peut-être échapper au diagnostic. Et je ne parle pas des vaccins. Pour l'instant, les vaccins sont efficaces sur les variants, même si l'efficacité diminue un peu. Mais on ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir. Donc cette solidarité est bénéfique à tous. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi que les pays africains essaient de mobiliser leurs propres ressources domestiques pour également vacciner leur population, ne pas juste attendre de l'aide. Il faut qu'ils prennent en considération les spécificités. Tout à l'heure, je disais que pour Moderna et Pfizer, on sait que les conditions de conservation maintenant sont un peu plus légères. Bon, pas ouvertes, mais en dehors même du réfrigérateur, on peut les garder pendant plusieurs heures, de 6 heures à 12 heures. Donc nous devons utiliser tous les vaccins possibles et inciter aussi les chercheurs à essayer de voir ce que donne la combinaison de différents vaccins. Parce que c'est très compliqué, parfois, d'utiliser plusieurs vaccins et de demander aux gens de faire le rappel avec le même vaccin. Je donne l'exemple du Sénégal. Il y a un moment, AstraZeneca était fini. Donc, ceux qui devaient prendre leur deuxième dose ont dû attendre une semaine supplémentaire. C'est vrai que jusqu'à 4 mois, l'efficacité est toujours là. Mais sur le plan, on risque de perdre de vue certaines personnes. Quand ces personnes viennent jusqu'au centre de santé pour se faire vacciner, on leur dit « venez la semaine prochaine ». Donc, moi, j'inciterai à ce qu'on fasse plus de recherches pour voir qu'est-ce que donnent les différentes combinaisons possibles. Enfin pas hier, ça fait 3 jours, nous avons eu une réunion au niveau du ministère de la Santé. J'ai également proposé à ce qu'on insiste sur la stratégie mobile. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se déplacer du fait de leur disponibilité ou bien tout simplement du fait de problèmes de moyens. Donc il faut amener la vaccination chez les personnes qui en ont besoin. Comme on le fait dans le programme élargi de vaccination, ou des équipes mobiles aller jusque dans les villages pour vacciner les populations. C'est comme ça qu'on a pu avoir une bonne couverture vaccinale. Donc il faut adapter les stratégies vaccinales en fonction aussi du contexte africain. Solidarité, oui, mais il faut aussi qu'on mobilise beaucoup de ressources domestiques
pour essayer d'aller de l'avant. On ne peut pas toujours rester là dans une solidarité à sens unique. Je crois qu'il faut aussi dans cette collaboration internationale insister sur le fait que les Africains doivent aussi se battre pour essayer de trouver leur propre solution à leurs problèmes. C'est comme ça que l'aide internationale pourra être plus efficace parce que, comme vous le dites, l'Inde ne peut pas être dans une situation catastrophique et envoyer ses vaccins ailleurs, ce n'est pas possible. Parce que n'oublions pas, je termine par ça, que nous avons à peu près, disons, au maximum 3% des cas mondiaux de Covid-19 confirmés et peut-être environ maximum 3% des décès mondiaux dus à la Covid-19. Donc, les pays qui sont producteurs et qui peuvent les fabriquer en ont aussi plus besoin que nous. Donc, cette solidarité doit se faire, mais il faut conscientiser aussi les pays africains pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour que le résultat soit beaucoup plus rapide. Marisol Touraine, Joe Biden a appelé justement à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. Dr Seydi en disait un mot. Est-ce que c'est une bonne idée de lever ces brevets ou est-ce que c'est un coup politique ? Je vais répondre à votre question puisque c'est une des spécialités, si j'ose dire, d'United que de travailler sur les brevets. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le Dr Seydi parce que c'est tout à fait fondamental. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence et lorsqu'il y a urgence, on doit apporter des réponses d'urgence. Et les réponses d'urgence, c'est des dons de vaccins, c'est la mise en place de plans oxygène que fait United par exemple, c'est apporter des tests, etc., etc. Mais évidemment, nous devons favoriser la capacité locale et nous devons travailler avec les gouvernements et avec les communautés de malades. C'est ce que nous faisons pour le sida, la tuberculose, le paludisme. Imaginez que la solidarité internationale, c'est des organisations qui arrivent de l'extérieur, apportent des programmes, des traitements, laissent des caisses de médicaments, injectent des vaccins dans le bras de la population, et puis c'est tout. Ce serait suicidaire, si j'ose dire, et de la folie. Nous devons, et c'est quelque chose dont on prend conscience depuis assez peu de temps, nous devons investir aussi dans le renforcement des systèmes de santé. Et nous devons, pour être efficaces, nous appuyer sur les gouvernements locaux, sur les populations locales, les communautés de malades, les professionnels de santé. Et donc je viens à la question sur les brevets parce qu'elle est au fond liée à cela. Sur les vaccins, on peut discuter de l'utilité de la levée des brevets. C'est un enjeu qui de toute façon prendra du temps. L'élément central, justement, c'est de favoriser les capacités de production. Pour favoriser les capacités de production, nous avons besoin de 3 choses. Nous avons besoin d'accéder aux brevets. Et donc, United ne procède pas à des levées imposées, le brevet d'office, pour reprendre la formulation européenne. Nous n'imposons pas à l'entreprise de renoncer à ses droits. Nous négocions sur une base volontaire pour préserver l'innovation et la capacité d'innovation des entreprises. Nous négocions sur une base volontaire un partage temporaire ciblé du brevet. C'est ce que nous avons fait pour d'autres maladies et ça marche. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du prix pour le sida, mais je pourrais prendre des autotests, on en distribue au Sénégal, qui passent de 40 $ à 1 $ pour toute une série de maladies. Donc pas de levée des brevets. Nous avons besoin d'un partage, c'est subtil, mais nous avons besoin d'un partage volontaire des brevets. C'est une forme de levée des brevets. Hein. L'entreprise renonce à sa propriété intellectuelle, mais dans un cadre juridique qui n'est pas exactement le même que celui de l'OMC. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui apparaîtraient trop techniques, mais qui préservent la capacité ou la reconnaissance plutôt de l'innovation des entreprises. La deuxième chose dont on a besoin, donc c'est lever des brevets, enfin, ou partage des brevets, transfert de technologie. Et là, nous disons que nous sommes prêts à accompagner les entreprises, y compris en prenant en charge les personnes qui vont aller former sur le terrain. Parce qu'on comprend bien que dans la situation actuelle, les entreprises, elles ont besoin de tout leur personnel, elles ont besoin de leur capacité de recherche. Donc nous sommes prêts à disons, jouer le rôle de facilitateur pour que des personnes puissent aller faire des transferts de technologie. Et troisièmement, nous avons besoin de créer des plateformes de production dans les pays du Sud. La France, d'ailleurs, soutient une de ces plateformes de production
vaccination en Afrique du Sud. Nous nous sommes engagés aussi, United, parce que nous avons une structure qui fait cela de façon spécifique, à la mise en place de plateformes de production. Cela dit, une fois qu'on a indiqué cela, on a quand même besoin de solidarité internationale parce que ça prend du temps. On ne peut pas imaginer que tout ce dispositif aboutisse à de la production locale de vaccins ou de traitements avant 9 mois, 12 mois. Ce qui vaut pour les vaccins aujourd'hui vaudra demain pour les traitements. J'insiste là-dessus. Et puis, je termine d'un mot, le regret ou la colère au choix que l'on peut avoir rétrospectivement. C'est que lorsque les États du Nord ont négocié les contrats de recherche et développement avec les laboratoires pharmaceutiques, ils auraient parfaitement pu prévoir ce cas de figure. United l'avait demandé. United avait demandé à ce que les contrats intègrent des éléments de solidarité immédiatement et de transfert, si ce n'est immédiatement de technologie, au moins de doses et de doses de vaccins. Parce qu'on a perdu de ce point de vue-là 1 an. Et si on pouvait demander ça, c'est que l'innovation phénoménale que représentent les vaccins, elle a été rendue possible par l'argent public, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que la capacité de recherche des laboratoires a été spectaculaire, mais sans l'argent public, et l'argent public, c'est des dizaines, des centaines de milliards qui ont été apportés, en particulier aux États-Unis, un petit regret du côté européen, mais qui ont été apportés aux États-Unis. Et donc cet engagement financier des pays du Nord leur donnait la possibilité d'exercer, au fond, un levier, un droit de solidarité à l'égard des laboratoires, et le nationalisme ou le souverainisme vaccinal, l'angoisse face à l'épidémie au Nord a empêché les pays de le faire, et on peut le regretter. Mais il n'est pas trop tard. Non, mais maintenant, en tout cas, on n'en est plus au moment de la négociation initiale. Puisque même Joe Biden met en avant cette idée de transfert oui, donc lui, de lever des brevets. On aurait aimé que les États-Unis donnent davantage de doses dès le départ, puisqu'ils ont, eux, retenu leurs doses, alors que l'Europe, sans le dire, elle aurait dû le dire un peu plus, a donné des doses à d'autres, aux pays du Sud. Donc c'est un signal politique, et c'est un signal politique extrêmement important. Ça veut dire que la communauté internationale doit être prête à accepter des mesures beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus structurantes. Mon message, il est très simple. Il est que si on veut que les pays du Sud se saisissent de leur avenir et de la santé, on ne peut pas en rester à des stratégies de solidarité, comme le disait le docteur Seydi il y a un instant. Nous avons besoin de la solidarité parce que la route est longue, mais les dons, ça ne suffit pas. Il faut donc mettre en place des politiques beaucoup plus structurantes, ou plus structurelles au choix, et ces politiques structurelles, elles passent par la question des brevets, de la propriété intellectuelle, de la mise en place de capacités de production et du renforcement des systèmes de santé. C'est un triptyque, parce qu'on ne va pas produire comme ça, du jour au lendemain, s'il n'y a pas à côté des systèmes de santé capables d'assumer. Donc c'est un travail de moyen et long terme, qui n'est donc pas exclusif du travail de solidarité immédiate, mais nous avons besoin des deux. Et mon appel, d'une certaine façon, c'est que cette épidémie de Covid, qui est une catastrophe planétaire, permette de produire du bien mondial, du bien commun, comme dit Jean Tirole, mais aussi des politiques plus structurelles, radicalement nouvelles, et qui permettent aux pays du Sud de se saisir de leur avenir en matière de santé. Odile Launay, est-ce qu'on peut vraiment atteindre l'immunité collective? Est-ce qu'on va vivre avec ce virus, comme a dit très dernièrement le ministre de la Santé britannique? Est-ce qu'on va devoir se faire vacciner chaque année? Et est-ce que finalement, vacciner les jeunes dans les pays matures, dans les pays du Nord, se fera au détriment de ces doses dans les pays du Sud? Quelles devraient être les populations ciblées aujourd'hui dans les pays du Nord? Est-ce qu'il faut aussi rendre la vaccination obligatoire? Voilà, ça fait un ensemble de questions pour vous, qui sont toutes liées les unes les autres. Alors, l'immunité collective, c'est en fait la proportion de la population qui est soit par la vaccination, soit par l'infection, qui a développé des défenses, qui fait que si on est exposé au virus, on ne va pas s'infecter et on ne va pas être à risque de transmettre le virus. Alors, cette immunité collective, elle peut être atteinte selon les virus avec une proportion plus ou moins élevée
de la population immunisée. Si on prend l'exemple de la rougeole, par exemple, pour avoir une immunité collective, éliminer la circulation du virus, il faut avoir au moins 95% de la population vaccinée avec 2 doses de vaccin. Pour le SARS-CoV-2, initialement, avec la souche originelle, ce qui avait été modélisé, c'est qu'il fallait 60% de la population immunisée, donc vaccinée ou infectée, pour arriver à finalement réduire la circulation du virus. Le virus ayant évolué, on en a déjà parlé, en fait ce virus est de plus en plus transmissible et aujourd'hui les modèles de l'Institut Pasteur en particulier font état d'une immunité à partir de 90% de la population immunisée, ce qui représente évidemment une proportion extrêmement importante et on peut penser que si ce virus continue à évoluer, il faudra augmenter encore cette proportion pour y arriver. Donc c'est évidemment un enjeu qui est très difficilement atteignable. Si on reprend l'exemple de la rougeole, on a été obligé de rendre cette vaccination obligatoire puisque l'Europe en particulier, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, a été confrontée à une recrudescence des cas de rougeole avec des décès, alors que cette maladie avait quasiment disparu, en tous les cas dans nos pays. Donc, ça pose la question de la cible de la vaccination que vous avez évoquée. Donc, ce qui a été mis en place pour démarrer, c'est, compte tenu d'un nombre de doses limité, c'était avant tout de protéger les plus fragiles. Ce qui explique que dans énormément de pays, la majorité des pays, on a choisi de commencer par vacciner les plus âgés, qui étaient les plus à risque de faire des formes graves et de décès, puisque l'âge est le principal facteur de risque de développer une forme grave et de décès de cette maladie. Donc c'était l'objectif principal, à la fois pour protéger les plus fragiles, mais aussi pour protéger au maximum notre système de santé qui a été finalement le numéro 1 dans cette crise et qui a nécessité les mesures de confinement qui ont dû être mises en place dès l'année dernière. Donc la question maintenant qu'on a des vaccins en dose disponibles, en tous les cas dans nos pays, et on a de la chance, c'est de savoir comment on obtient cette immunité collective et quelle est la politique finalement de vaccination qu'on va mettre en place. Alors il y a 2 objectifs, il y a toujours la protection des plus fragiles, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, puisqu'on sait qu'il reste encore 15% des plus de 65 ans qui n'ont pas été vaccinés, et ça reste un problème à mon sens majeur. Il faut tout faire, et notre collègue africain parlait d'aller vers la population pour vacciner. Je pense que la France doit vraiment faire des efforts, et ce n'est pas que la France, mais pour aller vers ces gens qui aujourd'hui ne se font pas vacciner. Certains ne souhaitent pas le faire, mais il y en a beaucoup qui sont finalement dans ce qu'on appelle l'hésitation, et il suffirait de leur faciliter l'accès à la vaccination plutôt que de leur demander de s'inscrire sur Doctolib et d'aller, et ça commence à se faire, d'aller les vacciner pour qu'on arrive à les vacciner. Donc je crois que l'objectif prioritaire aujourd'hui reste quand même d'aller vacciner ces gens à risque, parce que ce sont ces personnes-là qui, si elles sont infectées par le virus, vont être hospitalisées et vont être responsables à nouveau de ce qu'on peut appeler un encombrement des hôpitaux, mais en tous les cas du fait qu'on n'arrive pas à prendre en charge tous ces patients et qu'on est de ce fait obligé à nouveau d'avoir recours à des mesures extrêmement contraignantes, à la fois pour l'économie, mais aussi pour la vie sociale. Et on sait aujourd'hui que cette crise a eu des impacts majeurs pour les jeunes, les enfants, les étudiants, enfin toute cette jeune génération, pas sur un plan sanitaire proprement parlé, mais sur les conséquences de ces confinements et de ces mesures sur leur vie sociale et aussi leur accès à l'éducation, avec une très très forte inégalité entre les moins favorisés et les plus favorisés. Donc on est dans cette situation aujourd'hui où on a plus de doses que de gens qui viennent se faire vacciner. On voit bien qu'il reste des doses, il y a des doses en trop, et on doit absolument aujourd'hui tout faire pour que ces doses soient utilisées le plus rapidement. Rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, ce serait une bonne idée. Rendre la vaccination obligatoire, moi je ne suis pas une partisane de cette vaccination obligatoire, c'est vraiment un constat d'échec. Si on est obligé finalement d'avoir recours à une contrainte de ce type pour que les gens se fassent vacciner, c'est qu'on a raté toute l'éducation, la communication. Je pense que la communication aujourd'hui n'est pas du tout suffisante vis-à-vis de la vaccination, n'est pas suffisante sur l'intérêt de ces vaccins, sur les données qu'on a sur l'efficacité, sur les données qu'on a sur la sécurité. Et on doit avoir une communication, à mon sens, beaucoup plus
beaucoup plus importante, beaucoup plus ouverte vis-à-vis de ces vaccins. Certes, ce sont des nouveaux vaccins, mais maintenant, on a 6 mois de recul. On a vacciné, on l'a dit, 3 milliards de personnes dans le monde. Donc, on doit communiquer beaucoup plus ouvertement. Alors ensuite, si ça ne suffit pas, ce qui est très probable, est-ce que ça doit être une obligation au sens de l'obligation avec des sanctions pour les gens qui ne vont pas se faire vacciner, ou est-ce que ça doit être une obligation entre guillemets déguisée qui sera que les gens qui ne sont pas vaccinés n'ont pas accès à toutes les manifestations publiques ou les restaurants, les cinémas, les théâtres, le voyage, et puis que si ils veulent voyager, ils doivent payer leur test pour voyager. Il n'y a plus aucune raison aujourd'hui que la population française paye pour des gens qui refusent un vaccin qui est gratuit et pour lesquels on va faire des tests gratuitement 2 fois par semaine s'ils veulent partir ou aller dans des manifestations publiques. Donc voilà, moi je serais plus pour ce type de contrainte qu'une obligation. Parce que une sorte de généralisation du pass sanitaire. Une généralisation du pass sanitaire et puis voilà, des gens qui doivent assumer leur choix s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Mais on ne peut pas continuer, je pense, à rester comme ça avec des gens qui finalement repoussent la vaccination alors qu'on voit que c'est aujourd'hui qu'il faut être vacciné le plus rapidement possible. Akiko, vous vouliez intervenir rapidement? Juste une question, c'est j'entends souvent dire qu'il y a des contre-indications médicales au vaccin. Donc ça existe, non? Et ça c'est les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Les contre-indications, elles sont quasiment inexistantes. Il n'y a quasiment aucune contre-indication. Il y a des personnes qui vont répondre moins bien à la vaccination. C'est vrai pour les personnes dont le système immunitaire marche moins bien, en particulier les transplantés d'organes solides, les patients qui ont des maladies hématologiques. Pour cela, on sait aujourd'hui que ces vaccins, malheureusement, marchent moins bien. Et la seule façon de les protéger, c'est que leur entourage soit vacciné et que l'ensemble de la population soit vaccinée. Des contre-indications au vaccin, elles sont rarissimes. Il n'y a quasiment aucune contre-indication à la vaccination. Docteur Seydi, peut-être que vous pouvez rebondir. En Afrique aussi, il y a des réticences ou pas? Certains ne veulent pas se faire vacciner. Oui, si j'ai bien compris, vous demandez si les Africains sont hésitants à prendre le vaccin. Oui, est-ce que vous avez également ce problème qu'on a dans les pays riches? Parfois, parce qu'en réalité, c'est en dents de scie. Quand on communique, les gens vont en masse se faire vacciner. Mais quand on reste longtemps sans communiquer, avec les fake news qui circulent au niveau des réseaux sociaux, à partir d'un certain moment, les gens ont peur d'aller se vacciner, donc il va falloir revenir sur la communication. C'est pour cela que lors de la dernière réunion du Comité national de gestion des épidémies du Sénégal, il a été admis par tout le monde que nous devons renforcer la communication et avoir un plan de communication vraiment plus agressif, surtout pour répondre aux fake news qui circulent. Donc globalement, ça se passe bien, même s'il y a des hésitations dans quelques endroits. Par exemple, au niveau des départements, au niveau des régions, il y a des régions où même les vaccins se terminent très rapidement parce que c'est le rush, les gens vont se faire vacciner. Il y a 2 ou 3 régions où les gens hésitent à aller se faire vacciner beaucoup plus. Donc tout dépend de la communication au niveau national, mais aussi au niveau local. Parce qu'il faut que les médecins qui sont au niveau local aussi puissent parler à leur population. Donc c'est un problème avec lequel il faut vivre. Vous le savez tous qu'il y a des gens qui contre tous les vaccins, même sans exception. Donc nous devons accepter cela et voir comment nous organiser pour faire face et continuer notre campagne de vaccination. Cela est très, très important. Alors, il y a une question sur Twitter qui rejoint d'ailleurs la question que je voulais vous poser, Marisol Touraine, une question chère à Philippe Aghion qui est avec nous. Est-ce qu'il faudrait effectivement une agence européenne, un peu comme l'agence américaine, qui puisse justement mettre en place des innovations? Est-ce qu'il faudrait concentrer un petit peu au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, cette question de la vaccination? Et comment faire? C'est également la question que l'on a là, que j'ai sous les yeux. Quel rôle pour l'OMS? Est-ce qu'il faudrait finalement réformer l'OMS aussi? Je ne sais pas s'il faut réformer l'OMS, mais il faut en tout cas restructurer le système multilatéral en donnant, ce que je disais tout à l'heure, en donnant une tête politique à ces agences, à ces organisations qui travaillent bien, qui travaillent dans leur couloir depuis des années, des décennies,
que ce soit United, le Fonds mondial, Gavi, etc., et qui représente ce que j'ai appelé le multilatéralisme de projet, qui est un multilatéralisme opérationnel, concret, facilitateur et très efficace, parce que nous savons ce que nous avons à faire et nous le faisons bien. Mais nous avons besoin, nous le voyons bien, nous avons besoin d'une force politique, d'expression politique. Donc plutôt au niveau européen ? Alors, il y a ce projet ERA dont on commence à parler. Il en faut une au niveau multilatéral, international, et il faut évidemment, c'est une autre question, il faut évidemment que la Commission européenne, que l'Union européenne se dote de cette agence de recherche, se dote d'une capacité de prévention des crises beaucoup plus forte que ce qui existe aujourd'hui. Il y a un centre de préparation des crises qui existe, qui n'a pas fonctionné. Et au fond, aujourd'hui, toute la réflexion internationale, que ce soit à l'échelle multilatérale ou à l'échelle régionale pour chacune des régions concernées, doit se poser la question de la préparation et de la réponse aux crises à venir. Et donc nous pouvons ou nous devons espérer que la Covid-19 ne soit pas simplement une épidémie catastrophique et meurtrière, mais qu'elle soit l'occasion de repenser pour l'Europe le système de recherche en santé, la préparation, ce sont des secteurs d'innovation, de transformation de l'économie, ce sont des secteurs de développement humain, et donc franchement l'Europe doit, puisque ce sont ses valeurs, être capable d'apparaître à la proue mondiale sur ce terrain-là. Et moi je pense, ce sera le mot de la fin pour moi en tout cas, qu'une Europe forte en matière de recherche et de santé, c'est la garantie d'une action multilatérale, d'une action internationale plus humaniste, plus solidaire vis-à-vis des pays du Sud. Et je suis absolument convaincue que l'engagement européen, c'est bon pour l'Europe, mais c'est bon pour le reste du monde aussi. Alors il nous reste 2 minutes, donc on peut prendre une ou deux questions. Allez-y. Je ne sais pas s'il y a un micro. Voilà. Madame là-bas et ensuite Madame là-bas. Non mais... Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Pensez-vous que nous pouvons répondre à la défiance vis-à-vis de la science et de l'expertise scientifique par plus de communication scientifique? Et comment est-ce qu'on pourrait construire un discours plus pédagogique et accessible sur les questions de santé qui nous concernent toutes et tous? Odile Lenay, peut-être, vous voulez répondre? Alors, je pense qu'une des leçons de cette crise, c'est qu'on a beaucoup communiqué, peut-être trop communiqué, et que beaucoup de personnes se sont finalement présentées comme des experts en communiquant sur des sujets pour lesquels ils n'avaient en fait aucune expertise. Donc il y a une responsabilité de la part des scientifiques, de certains qui ont accepté de répondre à des questions pour lesquelles ils n'avaient pas de légitimité. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des médias qui, dans cette crise, ont énormément communiqué et souvent en invitant des experts qui ont alimenté la polémique. Donc il va falloir effectivement qu'on travaille sur cette question. C'est une très bonne question. Nous, en tant qu'experts, on n'est absolument pas formés à la communication grand public. Donc c'est complètement différent d'une formation par rapport aux étudiants qu'on peut faire. Et je crois aussi que ça doit être fait avec les médias qui doivent, dans ce cadre, prendre leurs responsabilités et accepter d'avoir une communication de qualité au détriment de la polémique et de l'audience. Enfin, moi, c'est vraiment mon analyse de la situation. On a beaucoup de travail à faire et à faire avec les médias. Voilà, encore votre question, madame, et ça sera la fin. Bonjour, j'ai une question pour madame Touraine. Tout à l'heure, vous avez parlé de réformer l'OMS. Mais ma question, c'est maintenant pour la mise en place du programme de COVAX, est-ce qu'on peut faire encore confiance à l'OMS? On a vu comment l'OMS a mal géré la crise de manière presque catastrophique. Nous avons vu également comment l'OMS est incapable de mener une enquête indépendante pour l'origine du virus.
Et maintenant, il y a 3 jours, j'ai lu dans la presse que l'OMS, il reproche à l'Europe, au passeport européen, de ne pas reconnaître le vaccin chinois. Le problème, c'est moi, je connais bien la situation des vaccins chinois en Chine. La Chine ne reconnaît aucun vaccin occidental. Donc, pourtant, l'OMS, il ne dit aucun mot sur ce manque de réciprocité. Donc, et ma question, c'est vraiment, c'est-à-dire, si l'OMS ne réforme pas, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Il ne reste pas assez de temps pour entrer dans le débat de fond, puisque vous posez une question de fond sur la place de l'Organisation mondiale de la santé. Je serai moins sévère que vous à l'égard de l'Organisation mondiale de la santé, même si elle a évidemment commis des erreurs et peut-être en commettre encore. Précisément, d'ailleurs, COVAX n'est pas piloté par l'Organisation mondiale de la santé. Et mon propos est de dire que, indépendamment de l'OMS, nous avons besoin de doter ces structures, donc les UNITAID, etc., mais qui sont regroupées au sein de cette coalition d'agences que nous appelons ACTA, qui est donc réponse internationale, accélérateur des outils de réponse à la Covid au niveau international. Nous avons besoin de lui donner une structuration politique qui n'est pas nécessairement l'OMS. Est-ce que c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que c'est au niveau du G20? Est-ce que c'est une structuration politique propre? On peut en discuter, c'est la réflexion qui aujourd'hui occupe les instances internationales. L'OMS n'est pas nécessairement la structure qui peut aujourd'hui, compte tenu de son budget, compte tenu de sa structure, son budget très faible, compte tenu de sa structure, compte tenu de ses compétences opérationnelles qui n'existent pas. C'est une agence de normes. C'est une agence qui définit ce qui doit être fait, mais elle ne fait pas les choses elle-même sur le terrain. Donc peut-être que l'OMS n'est pas la structure adaptée, mais nous avons besoin d'une structuration politique, c'est ce que je veux dire, de la même manière que ce qui a manqué à l'Union européenne ou à la Commission européenne, c'est une démarche politique. La Commission européenne s'est transformée en centrale d'achat de vaccins alors qu'on espérait une vision politique. Eh bien là, nous avons des agences qui sont très efficaces opérationnellement, mais pour pouvoir peser sur le cours des choses, elles ont besoin d'être structurées politiquement aussi. Merci Marisol Touraine, merci Odile Launay, merci à vous Dr Moussa Seydi, merci à Kiko, Souwa et Zoyman et merci à tous. Et ça continue, le cercle.